Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 194, et aujourd'hui, on va parler de comment détrôner le critique interne de nos décisions. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre ceci. On est à la presque mi-août. Je suis prête à partir en vacances avant le brouhaha de la rentrée. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé en détail, même si c'est un sujet sur lequel je me penche depuis plusieurs années maintenant. On va parler du critique interne, mais pour parler du critique interne, on doit d'abord parler de honte. En anglais, on utilise le mot shame. Et pourquoi je le dis en anglais? Parce que depuis, en fait, en décembre de l'année passée, j'ai eu ma certification en facilitatrice en process work, qui est une modalité euh, de réflexion somatique et d'être témoin, dans le fond, d'expérimentation somatique qui a été inventée par Arnold Mindell et développée aussi avec sa femme Amy Mindell. Et j'ai fait cette certification avec mon mentor David Bedrick qui a euh, une pratique, en fait, qui a fait énormément de recherches sur le sujet de la honte et il est arrivé avec une approche qui s'appelle le unshaming. Et quand j'ai découvert cette approche, ça a complètement changé ma vie, ma vision sur moi, sur ma façon de travailler, sur comment j'étais en relation. Bref, ça a été comme un de ces moments d'illumination qui m'a énormément aidée et que j'ai voulu transmettre aussi à d'autres en devenant moi-même facilitatrice. Et ce que je vais vous parler aujourd'hui est très ancré dans sa philosophie, dans ce que j'ai appris de David Bedrick. Il continue à être mon mentor, on continue à avoir de la pratique parce que justement, quand on fait de la facilitation comme ça, on travaille souvent avec des situations où il y a eu des abus, où il y a eu des traumas, où il y a eu euh, des des situations difficiles qui ont marqué la psyché. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur son approche, je vous recommande son livre The Unshaming Way, A Compassionate Guide to Dismantling Shame. C'est en anglais seulement, mais je vais le mettre dans les liens de cet épisode si jamais vous voulez aller regarder ça d'un peu plus près. Donc, pourquoi je me suis intéressée à la honte personnellement? Parce que j'ai réalisé, j'ai eu plusieurs moments de prise de conscience dans ma vie, dont lors de la naissance de ma fille, mais j'ai eu plusieurs moments dans ma vie où je me suis dit, OK, je viens de comprendre quelque chose, je viens de passer à un autre niveau de conscience. Et un de ces niveaux de conscience a été beaucoup lié à mon corps, puis vous allez comprendre le lien avec la business, parce que quand j'ai commencé comme entrepreneur, c'est sûr que euh, il y avait toute cette notion de visibilité qui était de plus en plus importante, et pour quelqu'un qui a, comme beaucoup de personnes, beaucoup de femmes notamment, eu beaucoup de drama et de haine et de honte autour de son corps, c'était quelque chose qui était quand même challengeant pour moi de devoir me montrer à la caméra, de prendre des photos, d'avoir cette visibilité sur mon image où j'entendais, bien entendu, les critiques internes à l'intérieur de moi. Je ressentais l'angoisse à devoir prendre ces photos, me montrer, etc.
Et ça m'a mené à une grande déconstruction autour de ma relation que j'entretenais avec mon corps. Ça a été difficile, ça a été houleux, ça a été long, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai une relation beaucoup plus apaisée avec mon corps, mon poids, mon âge, ma, mon image. C'est pas réglé à 100%, tu sais, c'est des années et des années, c'est une vie complète de internalisation de cette honte-là qui est supportée aussi par la culture dans laquelle on est, par la société. Mais tout ça pour dire que ça a été vraiment comme le point d'entrée qui m'a permis de comprendre un peu mieux comment la honte opérait à l'intérieur de moi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à voir aussi auprès de mes clientes que j'accompagnais, je l'entendais, le fameux critique interne. J'entendais la honte qui se manifestait dans dans leurs objectifs autour de l'argent, dans leur vision de la réussite, dans leur façon de travailler lorsque ça allait pas comme elles voulaient, quand elles avaient des résultats négatifs. Et donc, euh, j'ai vraiment voulu plonger au cœur de ce sujet-là pour pouvoir accompagner d'une façon respectueuse, mais aussi empathique, sans simplement perpétuer les messages hontifiants, comme par exemple, ben, t'as juste à travailler plus, faire plus d'argent, arrête de faire la victime, etc., que je savais qui avait un certain pouvoir, parce que si, par exemple, on pense à une diète ou des choses comme ça, on peut voir à quel point ça peut nous motiver, mais comme avec une diète, on a des rechutes, on a genre des moments où est-ce qu'on euh, on a réussi et puis là, on réussit plus. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec cette voie-là quand ceci arrive? OK? Donc, première chose, je voulais qu'on définisse un peu la honte parce que c'est très mal compris. Puis moi-même, j'avais beaucoup de difficultés à mettre en mots qu'est-ce que c'était. Puis David Bedrick fait quand même un super bon travail. Après tout, c'est son, c'est son champ d'expertise. Et ce qu'il dit dans son livre, qui est vraiment, vraiment juste, c'est la honte, ce n'est pas une émotion. Hein. On parle souvent de ah, j'ai honte, nanana, mais la honte, ce n'est pas une émotion. La honte, c'est un témoin internalisé. C'est une perspective qu'on a internalisée sur une partie de nous, une situation, euh, un abus qu'on a vécu et qui peut susciter des émotions comme la culpabilité, l'embarras, les remords. Hein, tout ça, c'est des émotions qui peuvent être suscitées quand on a ce spotlight de honte mis sur une situation. Donc, la honte comme témoin interne a certaines caractéristiques. Elle en a 4 principales. Donc, la première, c'est qu'elle va nier, dévier, gaslighter les expériences au lieu d'en être témoin. Donc, elle va dire c'est pas arrivé, tu exagères, euh, bref, hein, c'est pas vrai que je t'ai dit ça, c'est pas vrai que j'ai fait ça, c'est pas vrai, hein. Elle nie, elle dévie ou elle gaslight les expériences au lieu d'en être témoin. Deuxièmement, elle va objectifier. Objectifier dans le sens, quand on arrête de voir une personne comme un sujet, on la voit comme un objet. Et ça, ce que ça fait, c'est une vision déshumanisante. Parce qu'on n'est plus témoin d'un humain qui ressent, qui a des sensations, qui a des émotions, qui a une chair, qui a de la douleur. On est témoin d'une situation où la personne devient un objet. Donc, on n'a plus cette relation empathique. Elle objectifie. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pathologise. Elle essaye de trouver, ah, je vais te diagnostiquer, voici ce qui va pas avec toi, euh, et voici ce qu'on peut changer pour que ça arrive plus. Au lieu de trouver que l'événement ou la situation est une situation abusive ou peu importe, la personne va pathologiser, dire ceci arrive à cause de cela. On pourrait rentrer dans pourquoi tout ça est un très bon... toutes ces choses-là, dans le fond, servent le capitalisme, le colonialisme. Ça rentre aussi dans cette réflexion-là, mais on ne va pas en parler aujourd'hui.
Et finalement, la honte n'est pas du tout curieuse. Elle veut pas savoir ce qu'on ressent somatiquement, physiquement, émotionnellement. La honte sait et elle sait comment régler ça. Hein, c'est peu important l'expérience humaine au fil à la fin de la journée. Donc, la honte, elle accompagne les abus qui n'ont pas été vus. Donc, c'est un abus qui... Puis, quand je dis vu, ça veut pas dire qu'il y avait personne autour. Hein? Puis, vous avez peut-être déjà vécu cette expérience. Moi, j'ai eu cette expérience une fois où est-ce que, il y avait une femme et un homme qui se chicanaient euh, à une table dans un restaurant. Et ça commençait, la femme s'est levée, l'homme s'est levé, l'a suivi, ils sont allés dans un coin, le ton montait, je voyais qu'elle était très agitée. Et tout le monde autour continuait à manger sa salade. Sauf moi qui regardais avec beaucoup d'attention, puis j'étais comme, OK, est-ce qu'elle a besoin d'aide? Est-ce qu'il faut que j'intervienne? Là, à un moment donné, je l'ai pris de côté, puis je lui ai dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Bref, peu importe, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Le fait est que la honte, c'est quand tous ces témoins autour de nous se taisent et font semblant de n'avoir rien vu. Donc, la honte accompagne les abus qui n'ont pas été vus. Donc, une personne peut être présente et quand même incarner le témoin hontifiant. Par exemple, un témoin qui dit « T'aurais pas dû répondre à ton père, c'est pour ça que il t'a frappé. » Ou si tu étais pas si grosse, paresseuse, bornée, whatever, selfish, whatever, tu ferais plus d'argent, tu serais plus loin dans ta vie, tu sais, en gros, tu mérites ton sort. Puis c'est là que le témoin hontifiant finit par être internalisé. Parce que si j'ai une expérience où je suis je vis un abus ou je vis quelque chose de violent ou de méchant ou peu importe, et que tout le monde autour de moi semble trouver ça normal, ben c'est sûr que je vais internaliser l'idée que c'est ma faute, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai un problème, euh, il faut que que je me répare, je mérite ce qui m'est arrivé. Donc, une fois internalisée, la honte devient un peu notre juge. On l'établit comme autorité. Et c'est elle qui va mener le bal et on va l'appeler, c'est mes standards. Hein, moi, je veux pas être une paresseuse, je veux pas être grosse, je veux pas être bornée, je veux pas être selfish, je veux être obéissante, hein, parce que quand je suis obéissante, mince, euh, active, dadadi dadada, ben là, ça veut dire que j'ai des standards. Et là, on commence à appeler la honte que c'est notre discipline, c'est nos ambitions, hein, c'est notre vision. On la met dans genre qu'est-ce que c'est d'être une personne à succès. Et donc, on commence à se gaslighter nous-mêmes. On refuse de voir qu'on a une voix abusive à l'intérieur de nous qui nous mène hein, d'un objectif à un autre, d'un projet à un autre hein, dans notre vie. Donc, la raison pourquoi je parle de ça dans le contexte de l'entreprise, c'est qu'une entreprise mue par la honte va générer énormément de résistance. Puis là, ça, c'est intéressant parce que quand on commence à étudier la honte, ben, on commence aussi à comprendre c'est quoi le rôle de la résistance bien souvent. Comme par exemple, si je me dis, ben écoute, je suis grosse, puis je dois perdre du poids si je veux être aimée, OK? Ben, à ce moment-là, je vais me dire, ben, peut-être que mon corps, à quelque part, il y a une partie de moi qui est comme, c'est de la bullshit. Fait que cette partie de moi qui dit c'est de la bullshit est en train de résister inconsciemment. Elle dit, you know what, genre, mange ce que tu veux. Fait que je vais faire ma diète consciemment, je vais me dire comme arrête de manger, tu dois manger moins, nanana. Et parallèlement, je vais saboter cette diète-là à cause de
ma résistance interne, ma résistance à cette voie de honte. Et à quelque part, c'est bon. Dans le sens, c'est pas bon pour mes objectifs, entre guillemets, mais c'est bon pour mon intégrité d'avoir cette résistance-là qui me dit bullshit, il y a une voix abusive en toi qui est en train de t'affamer, whatever, ce qu'elle se dirait, tu sais. C'est pas nécessairement juste dans la réalité, mais c'est la dynamique qui se joue. Donc, quand une entreprise est mue par la honte, par exemple, nos objectifs financiers sont mus par cette idée qu'on doit absolument réussir, sinon on est une bonne à rien, qu'on doit absolument faire les choses seul, nanana, une entreprise mue par la honte va générer de la résistance. Et ça se passe au niveau inconscient. Hein? On va se demander pourquoi est-ce que ça marche pas quand j'essaye d'être visible? Pourquoi est-ce que je suis bonne avec ma to-do list, puis là, à un moment donné, je le sabote? Pourquoi est-ce que je fais tellement de formations, puis j'arrive pas à appliquer les choses? Bref. Et donc, on va pathologiser, on va dire, ah ben le problème, ça doit être moi, ça doit être que j'ai un problème avec ci, ça doit être parce que j'ai une procrastinatrice, ça doit être parce que, genre, je sais pas vendre, je sais pas. On va pathologiser, on va mettre des diagnostics, et ça va nous rendre plus vulnérables à aller chercher des pilules magiques pour fixer cette pathologie qu'on croit avoir, ce diagnostic. Donc, cette entreprise mue par la honte va générer de la résistance, puis là, on va pas comprendre pourquoi ça marche pas, puis pourquoi telle personne, elle y arrive, puis pas moi, il faudrait que je fasse plus comme elle. Puis là, hein, on rentre dans une dynamique internalisée de honte. Le critique interne, c'est un témoin hontifiant qui a été internalisé. Le critique interne, on est habitué à l'entendre et en même temps à pas l'entendre. On pense que c'est nos pensées qui nous disent des choses comme, ben là, t'as pas fait assez de ventes, est-ce que t'as assez travaillé, t'as pas, t'as pas publié tous les jours cette semaine, il faudrait que tu sois un petit peu plus discipliné. Hein? Des fois, ça a l'air très raisonnable, mais ça reste un témoin hontifiant qui a été internalisé. On est si habitué à entendre sa voix qu'on réalise pas qu'il s'agit d'une voix abusive bien souvent. Puis ça, c'est intéressant parce que si, par exemple, on est dans une situation de coaching, puis j'ai souvent cette situation avec mes coachés, là, soudainement, j'ai dit, mais quand j'entends le dialogue ou comment elle relate d'une certaine situation, on peut entendre la voix abusive à travers les mots qui sont choisis, à travers le ton qui est utilisé. Et parfois, si on laisse vraiment la voix aller, si on enlève la censure qu'on met parce qu'on est dans un contexte social, puis on se dit « Oh non, je sais contrôler mes pensées, je sais reprogrammer mes pensées », fait que là, on se gaslight encore plus, ce qui est un des problèmes du coaching de la PNL, par exemple, ou de certains coachings qui prennent pas en considération cette dimension de la honte. C'est comme « Ah, ben, t'as juste à reprogrammer tes pensées. » Non, mais attends, là, le critique interne, il fait pas juste reprogrammer ses pensées. C'est une honte qui est comme installée à l'intérieur de nous. Bref, on réalise pas que dans le fond, cette voix-là est abusive. Puis on peut l'entendre quand il y a un témoin, comme par exemple, moi, comme coach, je me considère toujours comme étant le témoin. Je suis un témoin de ces voix-là et je capte quand le critique interne est en train de parler. Quand on entend le critique interne, on peut se dire, OK, ben peut-être que c'est la voix de mon père qui me disait ça, ou de mon professeur qui me disait ça, ou c'était une situation dans la cour d'école où on peut lier ça à une expérience abusive du passé ou une expérience traumatisante, mais aussi parfois et souvent, puis là, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du corps et du poids, c'est une oppression systémique. C'est une oppression internalisée, par exemple, autour de la minceur et la beauté. Hein, c'est quelque chose qui est tellement... qui a été transmis, oui, par des personnes. OK, telle personne m'a dit que je devais perdre du poids si je voulais faire X, Y, Z. OK, le médecin, genre, j'ai eu cette expérience-là avec le médecin. OK, j'ai eu, genre, telles expériences autour, genre, de mon poids, mais
il y a aussi le poids systémique, les publicités que je vois, les discours que j'entends à la télé, les façons dont les femmes autour de moi parlent d'elles-mêmes, OK? Donc, oui, parfois, on peut lier ça à un trauma, mais il faut quand même considérer que l'oppression systémique est tellement importante. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, je parle souvent de oppression, d'entreprises non oppressives, d'objectifs non oppressifs, parce que justement, cette oppression-là, c'est pas juste, encore une fois, de se pathologiser soi-même puis de dire, ben, si je réglais mon trauma, j'aurais pu ça nécessairement. OK? C'est une conscience quand même d'une voix hontifiante qui existe dans la société par rapport à certains. Puis, tu sais, les hommes ont des voix hontifiantes aussi. Tu sais, c'est pas. Tout le monde est victime de systèmes oppressifs, hein, patriarcaux, capitalistes, colonialistes, etc. Donc, la motivation qui va suivre la honte est jamais durable. Hein, elle va toujours mener, ben toujours, je dis toujours, mais bon, elle va plus souvent qu'autrement mener à l'auto-sabotage ou à plus d'abus. C'est une motivation punitive. Donc, si on se dit, genre, faut que j'arrête d'être paresseuse puis que je publie sur LinkedIn, faut que j'arrête d'être aussi peureuse puis que je publie sur LinkedIn, on est dans un type de motivation punitive. Arrête d'être aussi peureuse. Si tu arrêtes pas d'être aussi peureuse, tu vas pas réussir ta business. Si tu réussis pas ta business, tu vas me prouver que tu es une bonne à rien. Tu vas prouver que tu n'étais pas capable, que tu n'es pas autonome, que tu n'es pas capable de faire de l'argent tout seul, blablabla. Hein? Puis là, on rentre dans cette histoire, dans cet abus mental qu'on perpétue à cause du critique interne. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a, on a on a la médecine à l'intérieur de nous qui est sous la forme de résistance. La résistance qu'on ressent, que ce soit physique, psychologique, hein, par exemple, physique, ça pourrait être comme, OK, j'ai un sentiment de pression dans ma poitrine quand je dois publier sur LinkedIn, puis que je me dis que je suis obligée parce que mon succès en dépend, j'ai un sentiment de pression sur la poitrine. On va associer le, le sentiment de pression à LinkedIn, à publier sur LinkedIn. Je veux pas, genre, les réseaux sociaux m'oppriment. Alors que ce qui est vraiment à la base, ce qui initie la réaction de résistance, c'est la voix. C'est la, c'est la nature euh, de ce qui a été internalisé autour, hein, c'est de LinkedIn, autour des réseaux sociaux, autour de l'obligation de publication. Donc, physiquement, tu sais, ce sentiment de pression, ça peut être psychologique, une procrastination, genre je me mets devant l'écran puis j'y arrive pas. Ça peut être ce qu'on appelle justement des réactions traumatiques comme ça, la paralysie, de la fuite. Tu sais, toutes ces choses-là peuvent pointer à une dynamique abusive à l'intérieur de nous. Et ça, c'est une force, donc, qui tente de combattre l'abus ou de lui donner une résistance. Donc, même des comportements qu'on considère négatifs, hein, ben là, je veux pas être une procrastinatrice, nanana, quand on commence à comprendre, dans le fond, qu'est-ce qu'ils protègent, qu'est-ce qu'ils permettent, on voit que c'est parce qu'il y a comme une honte internalisée non vue qui est associée à ça. Bon, là, je veux pas non plus universaliser, là, il y a plein de cas différents, mais là, je vous donne un exemple de comment rentrer avec le travail, comment utiliser ce travail-là pour travailler avec le critique interne. Donc, devant l'abus, la résistance, c'est un signe d'intelligence. Une intelligence somatique, une intelligence empathique du corps et une volonté de reprendre son pouvoir. Et c'est ce qu'on veut amplifier. Et c'est ce qu'on veut dire au corps, OK, t'as pas besoin de ressentir cette pression. On va amener la dynamique à la conscience pour pouvoir travailler avec elle de façon consciente, pas laisser le corps et le soma travailler avec elle de façon inconsciente. Donc, quand on commence à amplifier la résistance, c'est ça qu'on fait à travers le process work, on utilise le corps pour voir comme qu'est-ce que la résistance essaye de nous dire, qu'est-ce que la sensation essaye de nous dire, c'est quoi les voix qu'il y a à l'intérieur
auxquelles on ne prête pas attention, qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore été témoin. Et l'expérimenter, c'est le début de comment commencer à être un témoin empathique. C'est ce qui nous permet éventuellement de détrôner l'abus du critique interne et de commencer à changer parce que là, on est capable de voir. C'est comme si on se mettait en la troisième personne, puis on voyait la scène d'abus, puis on se donnait le pouvoir de pouvoir intervenir dans cette scène-là. Un peu comme quand je disais avec le restaurant, pour être capable d'intervenir, il faut d'abord que je voie, il faut d'abord que je reconnaisse, il faut d'abord que je voie les personnes comme des humains, surtout la personne qui vit l'abus. Ben, les deux personnes sont des humains, mais quand il y a une objectification de quelqu'un, comme la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de recommencer à les voir comme des humains. Je pense ici à Gaza. Et donc, c'est ce qui nous permet de détrôner l'abus du critique interne et de commencer à changer. Dans Infosfera, par exemple, on travaille avec plusieurs lieux de reprise de pouvoir. Hein, par exemple, on a la détox bonne élève, qui nous permet d'être témoin de certaines injonctions de performance. J'ai nommé les objectifs non oppressifs, notre manière de laisser notre honte dicter nos objectifs. Mais aussi, une des métacompétences, c'est est-ce que je suis capable d'être avec mon corps pour entendre ce qu'il me dit et ensuite être un témoin aimant, un témoin empathique pour moi-même. Parce que sinon, les résistances vont continuer à s'élever comme le seul rempart de ne pas laisser cet abus se perpétuer constamment dans ma vie. Puis là, ça crée des symptômes, ça crée d'autres choses dans la vie. Okay? Donc là, je voulais vous laisser avec l'exercice que David Bedrick propose dans son livre pour ressentir et exprimer la douleur et la résistance en réponse aux critiques internes. Okay? Donc, la première chose, c'est de prendre, de réfléchir, c'est quoi les critiques que vous vous dites souvent? C'est quoi que vous avez souvent comme pensée critique par rapport à vous-même? Si vous n'êtes pas sûr, c'est quoi que vous aimez le moins à propos de vous? Ensuite, deuxième étape, levez-vous. Ça, c'est très important d'être debout, d'être en mouvement, de ne pas être assis, de ne pas faire ça en mode cognitif. On ne veut pas journaler ou faire des choses comme ça. Levez-vous, mettez-vous face à une chaise ou une autre partie de la pièce dans laquelle vous êtes et imaginez que quelqu'un est là, que vous allez critiquer. Dites-lui ce que vous, comme critique, pensez. Par exemple, t'es tellement paresseux, tu procrastines tout le temps, t'es un loser, t'es stupide, blablabla. Dites les critiques à voix haute au moins 3 fois. À chaque fois, rendez les mots et le ton plus puissants, plus intenses. Soyez, allez-y, là, laissez le critique parler. Faites pas ça plus que 2 minutes, maximum. Mettez un timer au pire. Maintenant, mettez-vous dans l'autre chaise ou à l'autre endroit dans la pièce, là où vous envoyez la critique, et imaginez que ces mots vous ont été dits, vous ont été proférés. Ressentez dans votre corps où est-ce que ça se situe. Quelle sensation vous avez. Hein? Prenez un moment pour amener votre attention à ce qui se passe somatiquement, à votre expérience physique somatique. Et faites un son. Amplifiez le son qui exprime la douleur de recevoir cette critique. Étape 5. Maintenant, ressentez la résistance de ces mots en imaginant les mots qui vous ont été dits, mais cette fois, portez attention comment votre corps réagit physiquement. Est-ce qu'il se contracte? Est-ce qu'il veut se tourner? Est-ce qu'il devient plus tendu? Ressentez cette expérience somatiquement et prenez votre temps. Et finalement, amplifiez cette expérience par exemple, si vous vous tournez, tournez-vous encore plus. Si vous êtes tendu, augmentez
l'intensité de la tension, augmenter la contraction. Et amplifier ça encore plus en laissant tout votre corps exprimer cette sensation. Faites ça en l'aidant à devenir le plus tendu partout, ou en devenant une toute petite boule très compacte. Dites les mots de résistance. Dites une phrase ou des mots à voix haute pour contrer les mots qui vous ont été dits. Ressentir et exprimer la douleur et la résistance sont des outils très puissants pour notre expérience de guérison et nous permettent de nous connaître davantage et d'apprécier justement davantage nos mécanismes. Alright, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des réflexions, je suis toujours intéressée à les lire, à les entendre. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'écrire sur Instagram, peu importe, sur LinkedIn. Et je vous invite aussi à nous rejoindre dans Infosfera si c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler au niveau de votre entreprise, mais pas simplement au niveau de résultats, mais vraiment au niveau de l'entreprise, au niveau holistique, pour que vous puissiez avoir un lieu dans lequel vous vous sentez safe. Hein? Faire de son entreprise un safe space, c'est une de mes premières modalités. Et à travers lesquelles vous pouvez vous exprimer, vous pouvez prendre votre place, vous pouvez vivre vos ambitions sans la honte qui vient avec. Alright, on se dit à bientôt et je vous souhaite une belle journée. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu, c'est vraiment cool ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple, navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.